Le partage. Euh, Fenêtre. Merci bien. C'est celui-là. Voilà, donc là, normalement, vous avez accès à la présentation du webinaire. Je suppose que vous le voyez toutes et tous. Et on va démarrer, et puis peut-être que ça fera venir les retardataires. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de parler du sujet de l'événementiel. Donc, l'événementiel, qui est un sujet, on en reparlera dans l'objectif Montagne zéro déchet sauvage en 2030. Et rapidement, comment ça va se passer, même si, une partie des participants et participantes ont l'habitude de ces webinaires, c'est que donc il est enregistré. Ça, c'est ce que je vous ai notifié. Ceux qui prennent pas la parole, n'hésitez pas, pardon, à couper vos micros. Et moi, je couperai le mien quand ce sera plus à mon tour de parler parce que, bien évidemment, c'est le moment choisi par les espaces verts pour venir couper de l'herbe. L'idée, c'est que vous puissiez poser vos questions, donc n'hésitez pas à la fin de chaque intervention à prendre la parole pour poser des questions si les sujets vous intéressent ou vous interpellent. Et puis, euh, et puis voilà. Et donc, l'idée, c'est que le webinaire, il a lieu tout. Alors là, c'est le dernier avant septembre, mais qu'on alterne le flocon vert et montagne zéro déchet sauvage à chaque fois. Vous voyez bien les slides, parce qu'en fait, du coup, je vois que mon côté, je ne vois plus vous. Si c'est tout bon, c'est parfait. Oui, oui. Oui, merci. Super. Donc là, l'idée, c'est que un mois sur deux, on parle du flocon vert et un mois sur deux de montagne zéro déchet sauvage en 2030. Là, on est sur le dernier et nous, notre idée, c'est de toujours rester le plus concret possible. On va vous repartager, je vais vous repartager rapidement le début, la genèse du projet, etc. Mais ça, on pourra en reparler après avec ceux et celles que ça intéresse. Mais l'idée, c'est rapidement de passer au concret, aux actions, à ce qui peut être mis en place. Et c'est tout l'intérêt d'ailleurs des intervenants et intervenantes qui sont là aujourd'hui. N'hésitez pas du tout à vous présenter dans le chat pour ceux et celles qui le souhaitent. Est-ce que vous êtes signataire de la charte? D'où est-ce que vous venez? Ce que vous cherchez dans ce webinaire, nous, ça nous aide aussi après à vérifier si on est raccord avec les attentes que vous avez en arrivant. Et ça nous permet de rectifier le tir après coup. Là, aujourd'hui, rapidement, je vais vous parler du projet, de là où on en est, et puis ensuite, on partira sur les intervenants et intervenantes du jour qui vont nous parler de ce qui est déjà mis en œuvre sur les territoires et ou des solutions d'accompagnement qu'ils ou elles proposent. Euh, et à la toute fin, là, c'est mis temps d'échange et de conclusion. N'hésitez pas à poser des questions intervention par intervention si ça peut vous aider à ne pas les perdre, notamment. Donc, Mountain Riders, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une association, on travaille sur les questions d'éducation à la transition écologique en montagne, et on est une structure qui a aujourd'hui presque 25 ans et qui travaille donc sur les territoires de montagne. On essaye de parler, enfin d'être positif et positive. L'idée, c'est de sensibiliser sans moraliser et surtout d'être le plus concret possible et qu'on ne soit pas dans un dogme et uniquement de la théorie. Les trois projets que vous voyez là, certaines les connaissent bien. Montagne zéro déchet sauvage et puis le flocon vert qui sont tournés vers les territoires de montagne et les destinations pour aller vers une prise en compte du vivant et réduire à la source les déchets et prendre en compte toute la partie impact environnemental. Et puis ensuite, donc ça, c'est plutôt des projets d'accompagnement. Là où l'éducation et la formation, on est aussi sur des projets d'accompagnement, mais plutôt axés vers des publics en particulier et précis, pas forcément des territoires. Donc, on a des jeunes, des moins jeunes dans des structures éducatives ou non. Et ce qu'on aime bien rappeler, c'est que nos projets sont quand même très proches et très liés chez Mountain Riders, à savoir que déjà le projet éducation et formation nourrit nos approches et nos postures auprès de tous les publics. Et donc, forcément, ça fait ruissellement, si j'ose dire, sur les autres projets. Et puis, Montagne Zéro Déchet et Flocon Vert sont des projets assez
facilement maillé puisque on est sur l'accompagnement des territoires. Le flocon vert intègre des critères liés aux déchets et à la sensibilisation du public. Donc le flocon vert qui est une démarche labellisante pour les territoires de montagne. Et là où Montagne Zéro Déchet va être focus sur les déchets, mais peut être un premier pas posé vers une démarche de transition. Et donc, si on fait le focus sur Montagne Zéro Déchet Sauvage, en 2030, donc ça, c'est un projet qui est à l'origine de l'association. En fait, Mountain Riders, c'est une association qui est née de ramassage. Il y a 25 ans, c'était des pratiquants de montagne qui organisaient des ramassages sur les territoires de montagne, donc sur les pistes de ski, en fait, à la fin de la saison. Et puis, d'année en année, on s'est aperçu que, bah voilà, là, c'est 18 tonnes ramassées. L'année d'avant, ça devait être 15, et puis ainsi de suite. Et puis, on est toujours entre 15 et 20. Et donc, en fait, on s'est aperçu que ramasser ne suffisait pas. Et donc, ce projet est devenu un projet de réduction à la source et a donné lieu à tout un tas d'actions dans l'optique plus seulement d'être dans du curatif et du nettoyage de montagne, mais dans des changements de pratiques en amont. Et on va le voir plus tard donc la partie ramassage, donc déjà, elle donne lieu aujourd'hui à une caractérisation. Ça veut dire qu'on fait des diagnostics de pollution à l'issue de chaque ramassage. Alors ça, c'est les chiffres de 2024. Pour info, en 2025, on est à 75% de caractérisations qui sont faites en autonomie, c'est-à-dire sans l'intervention de Mountain Riders. Et donc ça montre qu'aujourd'hui, le projet est pris en main par les acteurs et les actrices de la montagne et que c'est plus seulement Mountain Riders qui vient nettoyer la montagne, mais que c'est plutôt toutes les filières économiques, institutionnelles, touristiques de la montagne qui prennent en main l'objectif et qui se donnent les moyens derrière de produire ces diagnostics de pollution, d'avoir les actions de dépollution et derrière de monter des plans d'action, des actions de réduction à la source pour réduire les déchets. Donc ça, sur les chiffres de l'an dernier, typiquement les 140 tonnes, c'est si on extrapole le chiffre d'avant, là que vous aviez, les 18 tonnes qui ont été faits sur 82 ramassages avec caractérisation, c'est si on les extrapole aux plus de 200 stations de France, en tenant compte du fait qu'on aurait ramassé l'intégralité des domaines skiables, ce qui est aujourd'hui assez rarement fait. Et donc ça nous donne des chiffres, donc des chiffres de ramassage. Alors là, par exemple, on voit qu'on est toujours sur du plastique, du métal, du bois en majorité et des déchets non caractérisés, donc par manque de temps ou parce que trop compliqué à séparer les matériaux. Mais ces ramassages nous permettent d'avoir ces chiffres. On va voir après les déchets indicateurs. Mais une fois qu'on a ces diagnostics de pollution, on peut mettre en place des actions pour réduire à la source des déchets. Et nous, ce qu'on vise, c'est une montagne zéro déchet sauvage en 2030 et donc une réduction année par année. Vous le verrez tout à l'heure, on a une trajectoire qui est définie. Et puis cette année, surtout, on voyait à la slide d'avant qu'on n'est pas à ce qu'on attendait. Mais donc, si je reviens rapidement sur ce qu'on ramasse, les déchets indicateurs, et ça va nous ramener au sujet du jour qui est l'événementiel, on a des sujets autour des feux d'artifice, on a des sujets autour des emballages de consommation, les bouteilles, les canettes, tout ce qui touche à l'emballage plastique et ou alimentaire. Ce que montrent ces chiffres plus largement, c'est que au-delà de l'événementiel, la pollution sauvage en montagne, elle dépend du milieu de la montagne économique. On n'est pas sur des touristes qui amènent des déchets en montagne, on est sur des filières qui s'engagent donc à nos côtés, hein, vous allez le voir, sur de la réduction à la source. Et ça, c'est permis grâce au diagnostic de pollution, aux chiffres que ça donne, et ça nous génère derrière des plans d'action, et je pense que Tine va peut-être en parler, mais des plans d'action et des actions qui sont ciblées et qui sont adaptées au territoire et aux filières. Et donc est née, suite à ce projet et à cette volonté, une charte qui a été signée par des acteurs au niveau macro-institutionnel et puis des acteurs en local aussi, qui se sont engagés à atteindre cette montagne zéro déchet sauvage en 2030 et donc à mettre en œuvre des stratégies, des plans d'action de réduction des déchets à la source, puisqu'on a vu que ramasser ne suffisait pas, appuyé sur les chiffres que vous venez de voir. Cette charte-là, elle se décline pour les aménageurs, les monteurs, les domaines skiables, les écoles de ski, les restaurateurs, etc. Et elle est aujourd'hui suivie, alors je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait à jour, mais par en tout cas les grandes filières et les grandes têtes de réseau qui structurent la montagne aujourd'hui.
La trajectoire qui est prévue, vous la voyez là. En 2024, on n'est pas au moins 10%, on est plutôt au plus 3%, et c'est pour ça qu'on a besoin de mettre la seconde, et notamment d'expérimenter et de proposer des solutions de réduction. On a caractérisé, maintenant on se rend bien compte de ce qu'on a. On manque d'idées et de mise en œuvre concrète de plans de réduction. Ça se met doucement en place dans les différentes filières, la restauration, les chantiers, les domaines skiables, les écoles de ski aussi. Et donc là, aujourd'hui, on va parler de l'événementiel. Et l'idée, c'est bien de pouvoir vous inspirer et proposer des solutions pour que vous ayez envie, après, à votre échelle et dans votre champ de compétences et sur vos territoires, les dupliquer. Que je voulais vous dire une dernière fois avant de plonger vraiment dans le sujet de l'événementiel, c'est que notre projet Montagne Zéro Déchet Sauvage en 2030, c'est pas juste un projet isolé en montagne. En fait, il est au milieu de tout un tas d'autres projets en France et pas qu'en France d'ailleurs, mais qui veulent lutter contre la pollution sauvage sur les plages, sur les fleuves, alors qu'ils sont portés par la région Sud, par la RBE, par tout un tas d'associations et de structures, mais qui luttent aussi euh, ailleurs, sur d'autres milieux qui ne sont pas montagnards. Néanmoins, nous, la montagne, on est, ben là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, on est au sommet du cycle de l'eau. On est au départ, donc de toute façon, tous les déchets qui partiront de chez nous finiront dans les fleuves et dans la mer. Et donc, d'une part, on a tout intérêt à la jouer solidaire et puis à faire attention à ce qu'il y a en montagne et ce qui va partir. Et puis, de toute façon, ça veut aussi dire qu'aujourd'hui, vu l'état avancé de pollution d'autres milieux, on est le seul milieu à pouvoir rester vierge de tout déchet. C'est-à-dire que aujourd'hui, la pollution en quantité et on va dire dans l'état de dégradation que présentent les déchets sont des... En tout cas, enfin, c'est dommage, mais on ne pourra pas. Il y a peu de chances qu'on arrive à 0,0,0 pollution sauvage. Alors qu'en montagne, on a des chiffres, même si 18 tonnes, ça reste plutôt, on va dire, conséquent et que ça a un réel impact sur le milieu, c'est tout de suite moins que ce qu'on a en mer et en ville, par exemple. Et donc, c'est pour ça que le projet, nous, il nous paraît atteignable. On croit en l'objectif et on n'est pas tout seul à y croire. Là, je vous ai rapidement brossé le portrait, enfin le tableau de Montagne Zéro Déchet Sauvage. On pourra en reparler après si vous avez des questions, parce que je vois l'heure filer et si je me laisse parler, je peux continuer longtemps sur ce qui se passe en montagne. Mais l'idée, c'est de centrer sur l'événementiel et bientôt de laisser la parole aux personnes qui nous font le plaisir et l'honneur de prendre la parole sur ce sujet. Euh, les deux dernières slides que j'ai préparées avant de laisser la parole, elles montrent que donc il faut passer à la réduction à la source, qu'aujourd'hui on a un projet qui fédère et qui est porté par l'ensemble du milieu montagne, mais qu'on a besoin d'initiatives concrètes. Et donc que dans les événements, c'est quelque chose qui est possible, qui existe, et en plus qu'on nous demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on se balade sur les territoires, on nous dit, ah, est-ce que vous savez comment ils font à côté? Voilà, on a tel problème, là on a généré tel type de déchets. Est-ce que vous savez comment on peut réduire? Est-ce que vous avez des exemples de territoires qui ont mis en place des solutions qui marchent? À quel coût? Combien de temps ça a pris, etc. Et donc, c'était aussi l'idée de monter ce webinaire, c'était de pouvoir centraliser les infos quelque part et mettre en lien les bonnes personnes entre elles, de s'inspirer en sachant qu'il y a des choses qui sont déjà mises en place, hein. Le Ramène ton mug, c'est une initiative qui est dans une résidence de tourisme au Dalis, il me semble. Et du coup, le principe, c'est qu'il y a un pot d'accueil où les personnes ramènent les tasses qui sont dans leur chambre. Ça évite d'utiliser, par exemple, des gobelets jetables. Donc là, ils ont trouvé une idée d'éviter le jetable. On a des territoires qui sont passés aux éco-cups. Après, ils se sont dit, ah, mais les éco-cups, on se les fait voler. Parce qu'en fait, c'est trop bien d'avoir des éco-cups chez soi quand on rentre en Bretagne ou pas à Paris, où c'est écrit Tignes, Les Arcs ou Péragudes. Donc, il y a des territoires qui ont pris des stations, qui ont pris le parti d'avoir des éco-cups sans logo. Nous, on assiste en tant que Mountain Riders, on prend part au ramassage de déchets. Donc là, on voit des territoires qui demandent aux ramasseurs de ramener des vieux sacs de course, des gants, ou qui investissent dans des gants et des sacs réutilisables qu'ils utilisent d'année en année. Donc on voit des choses de fait, on voit des endroits où c'est pas du tout le cas. On voit des territoires où il y a une sensibilisation du grand public et d'ailleurs
Je vous remets le lien, je pourrais vous le renvoyer. On a un kit de communication qu'on peut vous passer. Donc, il y a tout un tas de formats et d'affichage numérique ou pas. Et d'ailleurs, il y a une version, là c'est la version hiver, mais on a aussi la version été qui est dispo sur de la sensibilisation grand public sur la question des déchets. Donc tout ça, c'est des choses qui sont possibles et qu'on voit. Bah, là, c'est la première photo dans la neige, là c'est à la Rosière. Et je pense que la dernière, ça doit être à Saint-Gervais. Donc en tout cas, que ce soit la sensibilisation, la réduction de certains emballages, c'est des choses qu'on voit déjà sur des territoires, en plus de toutes les questions qu'on nous pose. Et c'est de là qu'est née cette idée de prendre à l'occasion d'un webinaire ce sujet. On a aussi des territoires qui prennent des traiteurs aussi du coin qui sont zéro déchet ou des restaurateurs locaux qui proposent des plats sans emballage. Donc il y a tout un tas de choses qui existent. Euh, les événements, en plus, ils ont un rôle assez important parce qu'ils sont un lien entre les territoires et le grand public. Donc, c'est un bon moment pour sensibiliser et puis aussi pour mettre en avant les pratiques qui peuvent avoir lieu et montrer ce qu'on peut faire de bien et de bon en montagne. Et donc, voilà, ça a donné lieu à ce partage d'expérience auquel vous assistez aujourd'hui. Et donc, je vais donner la parole à des personnes qui s'y connaissent bien mieux que moi parce qu'ils sont sur les territoires. Dans l'ordre, on va d'abord accueillir Tignes, puis la Comcom Haute-Maurienne-Vanoise. Et après, vous aurez deux structures, Arémac et puis Élémentaire, qui vous parleront de l'accompagnement. Comme ça, vous aurez à la fois ce qui existe et ce qui est déjà fait en montagne, et à la fois tout ce qui peut être fait en plus, sachant que Arémac et Élémentaire ont quand même pas mal d'expérience sur le sujet et dans plein de types d'événements confondus, donc vous serez forcément concernés. Et je vais laisser la parole à Laura et à Frédéric Porte d'abord pour Tignes, et je vais changer de partage d'écran parce que j'ai la présentation de Laura. Est-ce que le micro fonctionne de votre côté? Oui, Oui. j'espère. On Trop espère. bien. Bonjour. On vous entend. Bonjour, ravie de vous accueillir. Et je vais tout de suite ouvrir votre présentation pour pouvoir la partager. Oui. Ok. Juste en attendant, Margot, est-ce que je peux juste dire un mot? Bien sûr. Si vous êtes d'accord, ça serait sympa qu'après votre nom et prénom, vous mettiez peut-être d'où vous êtes, au moins le nom de la ville ou le nom de la collectivité ou quoi, parce que comme ça, faire un tour de table, c'est long, mais on peut voir. Moi, je ne sais pas du tout d'où vous êtes, donc ça m'intéresse. Merci. Trop bien. Voilà, Tignes, parfait. J'ouvre ça. Il faut juste que je change d'écran. Fenêtre. Ben voilà, ça doit être celui-là, je pense. Là, vous devez avoir une ouverture de PowerPoint, en théorie. Et on arrive à Tignes. Est-ce qu'on est bien arrivé à Tignes? Je sais pas. Émilie, est-ce que tu peux me dire si tu vois... Oui, il y a pas de partage d'écran, ouais. Problème résolu. Ok, je recommence. Là, normalement... Là, c'est OK. Il y a quelque Ah, chose. parfait. C'est bon. Trop bien. Ouais, c'est bon. Eh ben, je vous laisse la main et puis je vais passer les slides au fur et à mesure si ça vous va. Oui, tu peux l'afficher Oui. en Ouais, diaporama, s'il te plaît. c'est l'idée. Et voilà. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, je me présente, je suis Laura Isabé, je suis responsable de la stratégie de transition du territoire à la mairie de Tignes et je suis accompagnée de Frédéric Porte, qui est directeur général de Tignes Développement. Donc, on a 15 minutes, je crois, Oui, à pour peu près. Ouais. présenter. Voilà. On a toujours un peu de temps à Alors, la fin, si jamais. ok. Alors, tu peux avancer. Alors, tout d'abord, on va vous expliquer la démarche globale de l'instauration de la charte des événements et des animations responsables sur Tignes. Ensuite, on va vous présenter la charte en elle-même et en dernier point, comment on l'a mis en œuvre. Tu peux tourner. Ouais, je passe. C'est qu'il y a un petit temps. Voilà, c'est que des fois, il y a une latence. Merci. Alors, la démarche. Donc, le territoire de Tignes a signé en 2023 une stratégie de transition du territoire
qui a été rédigé et conçu de manière collégiale entre tous les acteurs de Tignes, c'est-à-dire la mairie de Tignes, Tignes Développement, les remontées mécaniques, le service des pistes, la régie électrique, le service des eaux, les sociopros, les associations, nos partenaires institutionnels comme la communauté de communes de Haute-Tarentaise, le parc national de la Vanoise, enfin tous les acteurs qui sont amenés de près ou de loin à travailler sur Tignes. Et cette stratégie, elle repose sur 4 piliers qui reposent sur les piliers du développement durable, donc économique, social et environnement, et bilan carbone en plus. Donc, dans le pilier 1 qui concerne l'économique, on a, faut savoir que dans chaque pilier, on a 5 objectifs et une vingtaine d'actions. Et l'idée, c'est de transformer Tignes en un territoire durable d'ici à 2030. Et tout ce plan d'action est prévu, on a prévu de réaliser toutes ces actions du plan d'action d'ici 2030 pour se transformer en un territoire durable. Et aujourd'hui, donc, on va parler de la charte. Donc, cette charte, elle s'inscrit dans le pilier 1 et l'action, elle correspond à l'action numéro 12 qui était d'établir clairement une charte des événements responsables et d'accompagner chaque organisateur vers la mise en conformité de la charte. On a d'autres objectifs et d'autres actions qui concernent de très près cette charte. C'est qu'on a un objectif qui est d'atteindre 100% d'événements responsables d'ici à 2030 et de proposer notre programme d'événements seulement autour d'événements chartés. Et puis, bien sûr, c'est ce pourquoi on est là aujourd'hui. L'objectif 14, réduire, valoriser les déchets et supprimer les déchets sauvages. Donc là, tu peux tourner. Voilà, c'est aussi la charte des événements, c'est aussi un des critères pour le label Flocon Vert. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis vraiment en avant dans cette stratégie. Et cette stratégie, en plus des actions, donc elle comporte des indicateurs de suivi. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on est parti de rien. Au niveau des événements, on n'avait pas de charte. Donc l'idée, c'était de créer une charte. C'est ce qui a été fait l'année dernière, en 2024, et qu'on ait 50% d'événements qui soient chartés d'ici 2025 et 100% d'ici 2030. Tu peux passer, s'il te plaît. Voilà, donc en parallèle, comme tu l'as annoncé tout à l'heure, Margot, Tignes a signé en janvier 2024 la Charte nationale montagne zéro déchet sauvage en 2030, donc à 4 mains. Donc, monsieur le maire de Tignes, le directeur de Tignes Développement, Frédéric Porte, ici présent, le directeur de la STGM, donc la STGM, c'est le délégataire des remontées mécaniques, et le directeur de la régie des pistes. Donc, à quatre grosses structures de Tignes, on a élaboré un plan d'action global pour réduire les déchets sauvages en 2030. Tu peux tourner. Alors effectivement, l'impact de la démarche est conséquent puisque à Tignes, on organise, on a évalué une centaine d'événements par an, sachant qu'il y a des animations quasi quotidiennes en saison, mais auxquelles on s'applique aussi la charte dont on va parler. Ensuite, ça concerne, en termes de participants, spectateurs, on a mis 30 000 personnes, mais d'une certaine façon, ça c'est sur les événements bien identifiés, bien ciblés, mais dans la mesure où on applique la charte sur l'ensemble de nos animations, on peut considérer qu'on touche entre 300 et 400 000 personnes à l'année. Alors on a aussi on est majoritairement organisateur de nos événements à Tignes, mais on est aussi co-organisateur ou accueillant d'organisateurs autres, des associations, des professionnels, des associations ou autres, on le verra tout à l'heure. Et donc, comme l'a dit Laura, on s'est fixé pour objectif que 100% de nos actions soient responsables au sens de l'ensemble des critères de la charte. Voilà, donc les différents acteurs, bien évidemment, ceux qui portent
en première ligne la démarche, la mairie de Tignes, hein, avec les équipes de la collectivité et Laura en particulier, puis Tignes Développement qui est la société d'économie mixte. On est aussi l'office de tourisme de Tignes, hein, mais donc on est les acteurs, on va dire, institutionnels, soit de référence, en tout cas, qui ont vocation à montrer l'exemple. Mais on n'est pas les seuls. On a aussi de nombreux socioprofessionnels, donc au sens large, incluant les associations, donc tous les commerçants de la station qui ont vocation, alors qu'on dit les commerçants, ça peut être aussi les prestataires d'activités en particulier, et puis les autres délégataires de services publics que sont principalement l'exploitant des remontées mécaniques, mais ça peut être le gestionnaire des parkings ou également Team Développement si on le considère dans la catégorie des socioprofessionnels. On est aussi amené, on parlait tout à l'heure des organisateurs, on est aussi confronté à la gestion d'événements avec des grandes institutions ou des gros organisateurs qui ont leur propre cahier des charges. Et là, à ce moment-là, on est très vigilant à leur volet RSE, ou en tout cas développement durable ou transition du territoire. Et nous-mêmes, on l'applique, on essaye d'être à minima dans les prescriptions des organisateurs et globalement mieux disant pour le respect de la charte des événements responsables. Voilà. Alors, en ce qui concerne le calendrier, on a commencé à élaborer les premières réflexions l'année dernière au printemps 2024, où là, on a fait un cadrage, on a déterminé un copil et un codir, et on a déterminé l'équipe projet. Donc, l'équipe projet, elle était constituée de personnes de la mairie, de personnes de Team Développement, des associations, des représentants des associations et des socioprofessionnels. Donc là, on s'est mis autour de la table pour définir notre méthodologie. Et entre le printemps et l'automne 2024, on a travaillé sur le benchmark, on a regardé ce qui se faisait à gauche, à droite, autant dans les structures privées que publiques. Et on a rédigé une charte des événements et des animations qui est vraiment du sur-mesure pour Tignes en fonction de des différents événements qui sont proposés et puis de notre situation géographique. Et à l'automne 2024, cette charte a été validée et par le CODIR et ensuite par le conseil municipal. Donc elle est encore toute récente. Donc on va vous donner on va vous exposer ensuite la charte dans un premier temps. Je te laisse avancer. Merci. Voilà, donc cette charte, elle repose sur 9 thèmes. Ça concerne le lieu, en fait, la détermination du site, les transports, l'alimentation, les achats, l'eau et l'énergie, la réduction et le tri des déchets, la communication et la sensibilisation. Et donc, du coup, dans ces 9 thèmes, on a différents critères ou sous-critères qu'on va demander à chaque organisateur de cocher pour pouvoir garantir un événement responsable. Donc, par exemple, pour les transports, on demande à l'organisateur qu'il incite chacun de ses participants ou ses spectateurs à venir sur le site soit en transport en commun ou soit en mobilité douce. On l'incite à faire du covoiturage s'il vient d'un peu plus loin, etc., etc. On l'incite dès l'invitation. Pour l'alimentation, on va lui demander un certain nombre de choses qui ont lieu avec la réduction des déchets. Par exemple, on va lui demander de ne pas distribuer de bouteilles d'eau en plastique, soit en don ou soit à la vente, et qu'il y ait sur chaque événement un point d'eau potable et gratuit. Et on lui demande aussi à ce que chacun des participants vienne avec sa gourde et ou son verre réutilisable.
On va demander aussi de privilégier la nourriture sans contenant. On va demander aussi, pour éviter le gaspillage, plusieurs portions, petite faim, moyenne faim, grande faim. On va lui demander d'éviter la distribution de produits en emballage individuel, par exemple pour le sucre ou les sauces diverses. On va lui demander de privilégier la vaisselle réutilisable ou biosourcée, si c'est possible. Et si on distribue des éco-cups, celles-ci devront être intemporelles. Donc sans année de l'événement, parce que si on refait une éco-cup spécifiquement à chaque événement, il y a du gaspillage. Donc on demande à ce que les éco-cups soient consignés et génériques afin de pouvoir les réutiliser d'année en année. Pour là, je vais pas vous détailler tous les critères, hein. Ils sont en ligne sur le site internet de la mairie de Tignes. Je vous ai mis le lien à la fin. Vous pourrez aller la parcourir. Et pour la sensibilisation, on va demander aussi des stands dans la mesure du possible sur la sensibilisation à la transition du territoire. Et là, tu peux tourner la page parce que on a fait là pour le coup le détail pour l'item réduction et tri des déchets. Donc là, on va demander à l'organisateur de mettre à disposition des cendriers ou de distribuer des cendriers de poche à la demande. Donc, on en profite pour on vous a mis sur la droite les modèles de cendriers qu'on a commandés, qui sont en cours de fabrication française par un producteur local. Donc, c'est des cendriers qu'on va distribuer à partir de cet été, des cendriers jetables, et qu'on va évidemment proposer dans les événements. À Tignes, les mégots sont revalorisés. Donc, on incite le fumeur à déposer les mégots dans les cendriers dédiés pour le recyclage avec Ciao Mégot. Ce sont des petits cendriers de poche, hein, plus que jetables, et, et dont on vous dévoile la typographie en exclusivité, on attend de les recevoir dans quelques jours. Donc c'est bien réutilisable et non pas jetable, pardon. Après, on leur demande d'organiser le tri sélectif sur le site de l'événement avec des totems de tri. À savoir que les totems de tri, on en a à disposition au sein de Teen Développement, et Teen Développement prête le matériel pour les organisateurs. Il y a évidemment la communauté de communes de Haute-Tarentaise qui est en charge de la réduction et du tri et des déchets, qui participe avec nous à l'organisation de tout ça. Et le troisième critère, c'est de remettre évidemment en état le site à la fin de l'événement. Ça arrive. Ouais. Voilà. Alors, la mise en œuvre. Ouais. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, cette charte, elle s'applique à tous les événements institutionnels, donc publics. Et cette charte, on va demander à ce qu'elle soit respectée par tous les organisateurs privés ou associations qui bénéficient soit d'un prêt de matériel par la commune ou Teen Développement, soit d'une autorisation d'occuper le domaine public ou d'une location de salle délivrée par la commune, ou soit d'une subvention communale. C'est-à-dire qu'une association, quand elle fait sa demande de subvention publique, elle s'engage à respecter la charte des événements et des animations si elle en propose, évidemment. Et ça, si l'association ne s'engage pas à respecter la charte, l'attribution de la subvention peut être revue. Et donc, cette charte, elle est respectée par tous ces organisateurs qui sont concernés par ces cas, mais aussi on la propose évidemment à tous les organisateurs qui ne rentrent pas dans ces cas de figure. Et juste, si je peux poser la question, la proportion entre les événements, on va dire, institutionnels ou
qui dépendent de Teen Développement parce que subvention, enfin qui doivent respecter la charte, on va dire, versus le nombre d'événements qui sont par des organisateurs lambda, quoi, qui ne demandent pas de subvention et qui ne sont pas institutionnels. C'est plus de 90% qui sont amenés à devoir La charte. respecter la charte, oui, tout à fait. Ok. Trop bien, merci. Voilà, après, pour matérialiser ça, pour rendre ça concret, Teen Développement a conçu des logos. Donc, chaque événement qui respecte la charte va estampiller son affiche ou ses supports de communication, de promotion avec des logos dédiés. Donc, Teen événement responsable. Donc, voilà, il est décliné en plusieurs couleurs avec des fonds différents et il est aussi traduit en anglais. Voilà, et pour terminer, voilà le lien sur le site internet de la mairie de Tignes sur lequel vous pourrez retrouver la charte des événements dans son intégralité. Alors nous, la charte aussi, ce qu'on peut ajouter, c'est que bon, on l'a pas tout le temps sous les yeux, hein, c'est un référentiel, c'est un guideline. Le plus important, c'est de se dire, on est inscrit dans une démarche de territoire responsable et on organise des événements. Donc, globalement, c'est une sous-partie d'une démarche et d'une posture généralisée de responsabilité sur le territoire. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour tout ça. Je pense qu'on est bon dans le timing. On va pouvoir passer. Je ne sais pas s'il y a des questions. Et si jamais il n'y en a pas, il faut que je change d'écran et je reviens pour qu'on puisse donner la parole à la communauté de communes de Haute-Maurienne-Vanoise, où du coup ça va illustrer un peu ce que vous avez dit, parce que eux, ils vont plus être, si je ne dis pas, si je m'avance pas trop, sur un événement en particulier. Il faut juste que je trouve comment je fais. Il faut que j'arrête le partage, je pense, et que je revienne à la présentation. Et voilà. Et là, normalement, vous avez la présentation de tout à l'heure devant les yeux, la première. Oui, c'est tout bon. Trop bien. Et ben, je vais céder la parole à Jérémy Procope et Simon Rusty. Alors, je ne sais pas lequel des deux est là ou si c'est les deux. J'ai cru voir Jérémy connecté tout à l'heure. On est là tous les deux. Bonjour trop à bien. tous. Donc oui, je commence par me présenter. Donc Jérémy Procope, je suis responsable du service événement. Donc nous, on est l'Office de tourisme de Haute-Maurienne-Vanoise. On n'est pas la communauté de communes, même si on travaille très étroitement avec eux. Mais il n'y a pas de mal. Et donc je suis accompagné de Simon Rusty, qui est responsable animation temps fort pour la station de Valseny. Si tu peux attaquer la présentation, merci. Donc juste qui on est en quelques mots. Donc, on a un office de tourisme qui travaille pour six stations. Donc, Valfréjus, La Norma, Ossois, Valseny, Bessan et Bonneval. Donc, c'est voilà, quelques petits chiffres comme ça. Donc, 17 villages vivant toute l'année, une dizaine de communes, une montagne assez préservée. Donc, forcément, avec ce beau territoire qui nous entoure, on a forcément une sensibilité écologique assez importante. On va en parler juste après. Un office de tourisme à l'échelle de toute la vallée. Donc, le service que je représente, on travaille pour les 6 stations. Et du coup, on organise ou co-organise un petit peu à la manière de Tignes. Il y a des événements où on est clairement organisateur, d'autres où on accompagne des associations ou des structures ou des agences d'événementiel sur l'organisation d'événements sur notre territoire. Et donc, ça nous fait à peu près une quarantaine d'événements à l'année. On compte pas dedans tout ce qui est fêtes traditionnelles, tout ce qui est Noël, Nouvel An. Ça, c'est vraiment la charge des équipes animation. On a une charge de travail liée à l'événementiel qui est tellement importante qu'on a un service événementiel dédié et structuré pour ça. Avant de faire le petit zoom, comme Margot l'a évoqué sur un événement en particulier, je voulais du coup vous parler de la charte à laquelle nous on adhère. Alors, on connaît bien la charte qui est proposée par Mountain Riders.
nous, on a pris le parti d'aller sur quelque chose, entre guillemets, de très officiel. C'est la charte, en fait, des 15 engagements éco-responsables pour les organisateurs d'événements. Donc, c'est une charte qui avait été créée alors, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, des Sports Oui, on de la vie avait associative regardé pour avec les... Fabrice, on s'en était inspiré. Pardon, il y a quelqu'un qui avait parlé. Donc, oui, une charte qui a été imaginée donc, avec Jeunesse et Sport et WWF. Donc, c'était dans le cadre des JO de Paris. Grosso modo, il y a toutes les plus grandes fédérations sportives de France qui sont dedans. Les JO de Paris étaient affiliés. Il y a également, pour nos territoires de montagne, la Grande Odyssée qui est signataire de la charte. Donc, nous, on a découvert cette charte par l'intermédiaire de la Grande Odyssée, puisqu'on accueille 3 étapes chez nous. Et en fait, on s'est dit, voilà, puisqu'il y a beaucoup de chartes qui fleurissent, nous, on s'est dit, voilà, autant adhérer à une charte assez officielle et du coup, voilà, et avec aussi des moyens pour nous accompagner qui sont assez intéressants. Donc, il y a 15 engagements, donc c'est pas uniquement centré sur les zéro déchets, même si aujourd'hui, nous, on va faire un zoom sur un événement et sur la gestion des déchets qu'on a dans cet événement-là en particulier. On a 15 engagements, donc on est sur 4 ans. Je l'ai mis un petit peu à droite, quelques éléments. Donc, c'est une obligation de moyens et non de résultats, c'est-à-dire que les objectifs que vous voyez pour chaque engagement, c'est les objectifs qu'on doit atteindre au bout de 4 ans. Donc, forcément, on augmente le curseur au fur et à mesure des années. On a un rapport intermédiaire à fournir à N+2 et un rapport global à N+4. Et ce que je vous disais, comme c'est une obligation de moyens et pas de résultats, il n'y a pas forcément de remise en cause de notre adhésion à la charte au bout des 4 ans. C'est un bilan qui est fait avec le ministère pour savoir un petit peu où on en est. L'avantage aussi, c'est qu'on bénéficie un petit peu de leur base de données. Il y a un petit peu comme c'est le cas avec Content Riders, des webinaires et une inscription au club des organisateurs, ce qui fait que ça nous permet d'échanger avec des structures, des collectivités qui sont engagées dans la même charte que nous et du coup de se partager les bonnes pratiques, un peu comme on le fait aujourd'hui. J'ai pas forcément parlé de nos stations en particulier. On a Valsony chez nous qui est labellisé Flocon Vert. Nos stations, elles sont pas toutes au même niveau, on va dire, d'avancée en termes de développement durable et d'écologie. Donc nous, justement, comme on a des événements sur toutes les stations, pour un peu montrer l'exemple et fédérer tout un territoire, on a pris le parti de signer cette charte-là. Là, aujourd'hui, on voulait vous parler d'un événement qui est assez important chez nous. Ça fait partie de nos plus grands événements. Qui s'appelle Tous en piste à Valsony. Donc, c'est un petit peu comme on les connaît dans plusieurs grandes stations de montagne. C'est notre événement de lancement de saison qui se déroule vraiment tout début décembre. Donc, c'est un événement où on accueille tous les ans environ 5000 personnes. Je salue d'ailleurs Morgane qui est dans l'assemblée pour la SEM de Valsony avec qui on organise l'événement. Donc 5000 personnes. La promesse, je vous ai mis un petit laïus pour commencer, mais grosso modo, c'est de découvrir le temps d'un week-end à prix cassé tout ce que Valsony peut offrir en termes de ski, de restauration et d'activité. Donc pour l'occasion, tous les socioprofessionnels se mobilisent directement sur le domaine skiable et proposent du coup des stands de restauration, des cours de ski et également une découverte de toutes les activités de la station. On clôture la journée par un concert. Et dans l'idée, forcément, c'est un événement qui arrive cette année à sa 11e édition, et forcément avec 5000 participants qui viennent se restaurer sur les pistes, on a dû faire face à de nombreuses problématiques de gestion de déchets. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous expliquer un petit peu comment on a fait. Donc les premières années, forcément, avec une jauge de participants un peu plus faible, on était aux alentours de 2-3 000 et l'événement a monté en puissance au fur et à mesure. Donc petit à petit, on s'est structuré pour mieux gérer tous les déchets et on s'est fait accompagner aussi. Alors on n'est pas là pour leur faire de la pub, mais en tout cas, c'est un prestataire de qualité avec qui on travaille et qui va intervenir juste après. On s'est fait accompagner par Aremax dans la gestion de nos déchets et je vais du coup laisser la parole à mon collègue Simon Rusty qui va vous parler un petit peu plus de la partie opérationnelle de l'événement et des démarches qu'on a pu mener. Bonjour à tous. Du coup, j'ai travaillé sur Tous en piste et je travaille toujours sur Tous en piste sur la partie, on va dire, opérationnelle et logistique de la manifestation. Donc, en fait, la manifestation, il y a plusieurs stands, comme l'expliquait Jérémy sur la journée.
où les personnes se déplacent en ski et peuvent manger, entre guillemets, des repas, on va dire, typiques savoyards et de notre vallée sur la journée. Pour ça, avant 2023, des sacs bananes étaient donnés à tous les participants avec des couverts en bois à l'intérieur et des éco-cups. En 2023, l'organisation a décidé de supprimer ces goodies participants pour éviter d'acheminer du coup ces sacs bananes outre que la France et d'importer ces sacs et de réduire du coup notre empreinte environnementale qui était assez lourde sur cette partie-là. Et on a aussi fait le choix de réduire fortement les consommables de restauration en calculant réellement les besoins estimés sur tous les stands. Donc là, on parle des assiettes en carton, des gobelets en carton ou des serviettes en papier pour les clients, vraiment en calculant correctement les réels besoins de tous les stands. Donc on a au total une vingtaine de stands sur le domaine skiable. Donc ça représente quand même quasiment 30 000 serviettes en papier, environ 10 000 gobelets et pareil 30 000 assiettes. Pour l'année 2024, donc pour la 10e édition, on a voulu aussi marquer le coup et faire un pas de plus vers le zéro déchet. Donc avec la suppression des couverts en bois de l'année passée, on a essayé de passer aux couverts comestibles, donc via une société française, Couvi, qui est basée dans le sud de la France. Donc c'est des couverts qui sont livrés en vrac pour éviter vraiment le déchet surplus de l'emballage donc des couteaux, des fourchettes ou même des cuillères, et qu'on distribuait du coup à chaque stand à toutes les personnes qui en avaient besoin pour manger. Du coup, cela finissait du coup dans leur ventre et non dans les poubelles. Donc une réduction des déchets importante sur ce point-là. Et on a aussi arrêté avec les éco-cups personnalisables ou pour l'événement. Et on est passé via une société, donc Reheuse, pour juste louer ces gobelets sur la location en calculant exactement le nombre précis. Après, il y avait des bacs de collecte qui étaient mis en place sur différents points en bas du domaine skiable pour pouvoir les récupérer en fin de journée. Et pour 2025, du coup, on a des nouvelles avancées encore vers le programme, on va dire, zéro déchet qu'on veut mettre en place avec le comité de pilotage de l'organisation. Donc pour cette année, nous avons décidé de partir sur des gobelets compostables, donc directement qui vont dans la filière compost et non valorisables, avec du coup packaging solution. Et ensuite mettre en place, du coup, comme l'a dit avec Jérémy, avec Aremax, du coup une filière compost et un atelier de sensibilisation sur le domaine skiable pour vraiment sensibiliser au mieux aussi les 5000 participants et visiteurs qu'on a ce week-end-là de début décembre. Donc notre objectif, c'était vraiment de réduire l'impact écologique de cet événement de début de saison et d'impliquer activement les participants en les sensibilisant au mieux sur toutes ces avancées. Et pour un peu plus, juste celle d'avant, Margot, s'il te plaît, juste pour étayer un peu et pour montrer aussi un peu les coûts que ça peut avoir. J'ai un bug à l'image, mais c'est pas grave. Le coût des couverts, les couverts en bois, mais c'est pas grave, je vais te dire, je connais à peu près les montants et la diapo. Les coûts des couverts en bois, pour vous donner un ordre d'idée, on était sur 740 € hors taxe pour les 5000 participants. Les couverts comestibles Couvi, c'est un coût supplémentaire de quasiment 5600 € parce qu'on est passé quasiment à 6600 € pour l'achat, mais c'était une décision prise par l'organisation et totalement en adéquation avec la volonté de toute la station et de tous les commerçants et toutes les parties prenantes de l'événement. C'est un coût non négligeable pour certains événements qui peuvent pas se le permettre, mais c'est vraiment pour s'engager vraiment dans une démarche éco-responsable et en lien pour l'environnement. Et ensuite, le choix des gobelets, quant à lui, n'est pas, il y a un écart financier qui est très très modéré. Avant 2023, du coup, les éco-cups personnalisables étaient aux alentours de 2000 € pour de l'achat. Sur le système de location, avec entre guillemets quelques pertes de gobelets, on était à 15 € près sur les mêmes montants. Et les gobelets compostables, en calculant vraiment le nombre qu'il faut, on est à 2600 €. Donc ça représente que seulement entre guillemets 500 € de plus pour rajouter une filière compost qui est bien plus
plus impactant environnementalement parlant que les éco-cups ou l'allocation de gobelets. Et pour la dernière diapo. Donc, et celle-ci, donc du coup, ben voilà, encore une fois, on n'est pas là pour faire de la pub pour Aremax, mais voilà un petit exemple, c'est un petit bout du bilan qui nous envoie en fin d'événement. Il y a beaucoup plus de sites que ça et leur bilan est bien plus complet que ce que je vous présente là. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous montrer un petit peu les avantages de se faire accompagner avec eux. Donc, c'est ceux qui sont sur la gauche, c'est qu'on a 6 personnes qui nous accompagnent et qui s'assurent justement de sensibiliser les clients sur les différentes zones de l'événement. Donc, ils sont là pour faire de la sensibilisation. Ils sont là forcément aussi pour s'occuper de tout l'acheminement des déchets en bas du domaine skiable tout au long de la journée. Donc, ils sont là pour remplacer les poubelles, s'assurer que les sacs ne traînent pas n'importe où. Donc, ils sont autonomes le jour J, ce qui n'est pas négligeable. Hein. Sur un événement à 5000 personnes, nos équipes de salariés ont forcément plein de missions. Donc, ça nous permet aussi d'avoir des RH dédiés à cette prestation et des RH de qualité qui connaissent bien leur job. On a un bilan fourni, je vous en parlais juste là en préambule, et des préconisations pour les années suivantes. C'est-à-dire que par rapport à tout ce qu'on fait déjà, ils nous font des préconisations qu'on est libre de suivre ou non l'année d'après, mais en tout cas, par rapport à leur connaissance de la gestion des déchets sur des grands événements, ils nous font aussi des préconisations sur les axes d'amélioration. Donc là, vous avez une petite évolution entre 2021, la première année où on a commencé à travailler avec Aremax, et 2024, l'évolution du poids des déchets. Donc vous avez le petit graphique, plus un peu plus détaillé le tableau en haut à droite avec le volume des déchets en 2023 versus 2024. Donc on voit qu'on diminue la part de déchets. Elle a un petit peu moins diminué entre 2023 et 2024 pour une raison simple, c'est qu'on a dépassé notre jauge des 5000, donc c'était une édition record pour cette année, mais on va dire qu'on avait 350 personnes de plus que l'année dernière, et avec avec une augmentation de la jauge, on se rend compte qu'aujourd'hui, en termes de déchets, on est à peu près à niveau égal par rapport à l'année dernière. Donc voilà un petit peu sur nous les évolutions. On a pris le parti aujourd'hui vraiment de vous parler de la gestion des déchets en particulier. Je vous ai parlé en préambule de la charte des 15 engagements. On n'allait pas forcément vous détailler tout ce qu'on fait dans le cadre des 15 engagements. Là, on a vraiment parlé des déchets, encore une fois. Voilà pour nous. On a essayé aussi de vous montrer un petit peu le coût de ces différentes prestations, de vous indiquer aussi des prestataires avec qui on travaille, puisqu'on n'est pas là pour faire de la rétention d'informations. Hein. Je pense que la montagne, on est tous concernés, même si on travaille dans des stations qui sont parfois concurrentes. L'idée, c'est que toute la montagne soit plus vertueuse. Donc, on n'a aucun souci à vous partager tous ces éléments aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez qu'on approfondisse un petit peu ces points-là. Et si vous avez des questions dès maintenant, on est là pour y répondre. Alors, est-ce qu'on a des questions ou est-ce qu'on passe à l'intervention d'Aremax, du coup, où la transition est bien faite? Et du coup, je vais laisser la parole à pas Esther, puisque c'est sa collègue, en l'occurrence. Oui. Bonjour. Ouais, bonjour, merci beaucoup. Donc, je ne sais pas si tu as la présentation. Si, elle arrive. Ouh la main. Juste ici. Parfait, Bonjour, merci. Sophia. Donc, effectivement, c'était une très très bonne transition. Merci beaucoup, Jérémy. Et merci d'avoir montré le travail qu'on fait ensemble. On peut passer à la slide suivante si tu veux. Donc, moi, c'est Sophia et je suis responsable de projet formation à Remax sur l'antenne de Lyon actuellement, parce que Remax travaille sur un réseau plutôt national, donc avec 5 antennes à Marseille, Bordeaux, Paris et l'antenne de Nantes. On fait plusieurs types d'actions, donc on va parler un peu avant d'arriver directement sur la thématique zéro déchet. On parlera aussi de gestion responsable de déchets parce que c'est un des moyens d'accompagnement des publics et d'accompagnement des organisateurs qu'on a pour réduire aussi ensuite. On fait beaucoup d'actions de sensibilisation, de formation et animation
On essaye de pousser les acteurs vers la création d'un vrai réseau, donc à travers des événements spécifiques ou alors à travers un réseau de partage de solutions, de compétences, de moyens, de la mutualisation. Donc on se donne aussi, on se lance aussi de plus en plus dans la formation professionnelle, la formation d'agents publics. On travaille avec beaucoup de collectivités territoriales et jusqu'à arriver à des diagnostics pour chaque structure ou pour chaque territoire, pour avoir des accompagnements qui sont vraiment spécifiques de chaque événement. Et justement, comme le disait Margot au tout début, pour avoir vraiment l'intérêt d'aller dans le concret, dans les problèmes spécifiques à chaque événement et à chaque territoire, et apporter des solutions concrètes. Donc tu peux passer la slide si tu veux. Merci. Donc effectivement, vous avez eu un aperçu de l'un des bilans qu'on fait. Ça tombe bien. Il y a d'autres types de slides avec d'autres types de graphiques qu'on s'amuse beaucoup à faire. Ceci est l'accompagnement qu'on a eu avec l'Ultra Trail du Mont Blanc, qu'on suit aussi pendant plusieurs années. En fait, suivre un événement sur plusieurs années, ça nous donne le moyen d'avoir une mesure d'impact de ce qu'on est en train de faire. Donc, nous, ce dont on s'occupe sur ces terrains-là, le jour de l'exploitation, c'est surtout de la gestion responsable de déchets. Donc, c'est un peu l'étape qui vient avant le ramassage. C'est pour ça qu'on parle vraiment d'un support de tri qui est un support pédagogique. C'est une manière de habituer les publics à aller vers un tri, à aller vers un support de tri, une poubelle. C'est si simple que ça. Mais avant que le déchet il finisse par terre, il y a une autre option qui est possible. Donc, c'est quelque chose qui doit être visible, dont il faut parler, pour lequel il faut sensibiliser. Là, on voit que sur certains événements, on a des augmentations en volume de déchets, mais un plus haut taux de valorisation. Ça, c'est parce que ça dépend si on compte on parle en volume, on parle en poids, etc. Donc, on fait vraiment des études là-dedans. On accompagne sur l'année environ 250 événements, grands ou petits. Il y en a de très grands aussi. Donc, aussi en milieu de montagne, on cautionne pas forcément la démarche de créer des événements qui sont très gros, mais pendant qu'ils sont là, en attendant que les événements se questionnent sur leur dimensionnement et leur impact, autant être présent et autant avoir un impact là-dessus et montrer comment changer. Dans la slide suivante, on a l'exemple d'un autre événement qui s'appelle Glisse 5 heures, donc également en montagne. Donc c'est un autre type de graphique où on voit que en fait, entre la colonne par rapport à 2023, donc la première, et la colonne en 2024, on a aussi ajouté des filières. C'est là que la réduction devient vraiment un terme qui n'est pas absolu. On peut aussi décider de réduire les ordures ménagères, de réduire ce qui va finir en incinération ou enfouissement. Surtout, on s'occupe, même sur des très gros événements, on s'occupe de s'assurer que tout ce qui est trié en termes d'emballage ne parte pas en valorisation énergétique. Parce que la valorisation énergétique reste de l'incinération. Donc, c'est un peu histoire de travailler ensemble avec les orgas pour que tout ce qu'on n'a pas encore réussi à refuser ou réduire parte dans la bonne filière et que ce soit traité de manière saine. Parce que le déchet, il ne s'arrête pas dans le bac et sur notre événement, il aura toute une vie par la suite. Donc sur notre slide suivante, on a un peu le résumé de tout ça. C'est beaucoup de tonnes de déchets qui sont récoltés pendant les événements, qui sont triés avec nos bénévoles et qui ont des vrais impacts et en termes de sensibilisation et mobilisation, parce qu'on rencontre des millions de festivaliers, festivalières, de athlètes, de personnes inscrites aux événements. Et on évite justement l'incinération et l'enfouissement de beaucoup de déchets de par leur tri. Et ensuite, la réduction. Donc, sur notre slide suivante, vous avez un peu quelques images pour pouvoir mieux se rendre compte de ce qu'on fait, nous, sur le terrain. Donc, effectivement, Jérémy il parlait du fait qu'on a des salariés qui sont déployés sur le terrain pour gérer les shifts, pour gérer le bon tri de déchets. Sur la troisième photo, en haut à droite, vous voyez ce qui est une de nos actions principales, c'est le surtri. Donc déjà, ça se passe avec nos bénévoles où on ouvre chaque sac de déchets présent sur
sur l'événement. Ça nous permet de voir ce qu'il y a dedans, comment le tri il a été fait, s'il y a des besoins, par exemple, de sensibilisation du public. À Glisse un cœur, l'événement qu'on a montré tout à l'heure, on va par exemple tester des annonces faites par le speaker qui annonce les arrivées, les départs. C'est une course en ski avec une petite scène et des concerts. Et en fait, on va tester une sensibilisation aussi par micro, où on va annoncer que ce travail-là, il est fait. On va inciter les gens. Par exemple, on a vu dans la caractérisation faite par l'association de Margot qu'il y a une énorme présence des mégots qui sont jetés dans la nature, qui sont perdus dans la neige et qui ressortent ensuite à la saison de printemps. Donc avec certains événements, on travaille aussi à organiser justement des ramassages saisonniers, comme vous en avez parlé. Aussi en termes du balisage, on va travailler beaucoup avec d'autres collectivités où on va prévoir des plus petites équipes de balisage avec des matériaux qui ensuite ne se dégradent pas dans la neige, en enlevant tout ce qui peut, les petits fils en plastique, la rubalise, en enlevant tout ça, en mettant plutôt des piquets qui sont stockés et utilisés chaque année. Donc en fait, c'est vraiment un sujet qui est très très vaste. Et dans la slide suivante, vous allez pouvoir voir que pour nous, il y a encore et toujours une caractérisation à faire. Donc là, c'est une caractérisation d'emballage, par exemple. C'est une manière de voir quels sont les déchets les plus présents. Et clairement, dans les emballages, on a le sujet de la vaisselle. Donc on en reparlera. Et le sujet des emballages monodoses. Donc toutes ces petites canettes, toutes ces petites bouteilles ou les softs qui font que pour plein d'autres boissons, on a trouvé d'autres solutions qui sont très pratiques, comme les bières en fût, qui ne produisent pas forcément de déchets, qu'on n'a pas encore, ou encore, en fait, on n'est pas encore à la page au niveau de la restauration. Donc, on a choisi de parler plutôt de la restauration aujourd'hui parce qu'en 15 minutes, on n'aura pas le temps de faire tout le tour de toutes les initiatives qui sont possibles, comme le balisage ou autres. Donc pour la restauration et pour le public, on va partir aussi de la méthodologie pour mettre en place un système de gestion responsable de déchets. Donc ce que vous voyez en premier point, la GRD, c'est la gestion responsable de déchets. On a besoin de diviser notre terrain par zone, une zone restauration, une zone bar, une zone plutôt backstage, d'identifier quels sont les déchets produits. Et donc, au sein de l'organisation, il faut qu'il y ait une personne présente. Donc, on va essayer aussi, si vous avez des questions en termes de RH et de partage de tâches, on pourra discuter de ça. Il faut absolument une personne responsable et il faut que cette personne responsable ne soit pas isolée dans son poste, mais que ses tâches elles soient réparties sur toutes les, entre guillemets, régies. À partir de ce moment-là, on peut définir quel est le nombre ou le type de support de tri à mettre en place. Donc, dans le petit rond, la première photo en haut à droite, vous voyez ce que c'est l'un des non-supports de tri, un tri-flux, donc avec biodéchets, tri des emballages et ordures ménagères. C'est un vrai outil pédagogique. On le trie à même le support, des fois, pour montrer au public que c'est quelque chose à faire et qu'il faut l'utiliser. Et on a des versions avec les cendriers où en fait on pousse vraiment les gens à aller le voir. Moi, j'aime bien faire ce travail parce que j'ai le droit d'aller voir les gens en disant que le mégot, il faut pas le jeter par terre. On aura un sujet mégot aussi si vous voulez, mais on travaille avec des entreprises qui nous fournissent des cendriers de poche dont on a parlé tout à l'heure, sachant que le cendrier de poche, il faut éviter l'un des effets rebonds du goodies. Donc pour nous, le cendrier de poche, c'est vraiment un moment où avec nos bénévoles, on va faire de la sensibilisation, on va parler de ce qui se passe quand un mégot est jeté par terre, on va discuter avec les gens, on va aller vers les gens qu'on voit fumer, on fait un peu de la prévention et de la sensibilisation. Et donc, c'est du temps humain qui est dédié, mais qui est très efficace. Parce que mettre une table avec du libre-service, ça va créer du déchet ailleurs. Ce sera un support, un cendrier qui sera peut-être pas utilisé correctement, qui sera pas jeté correctement, etc. Ensuite, en deuxième point, on a une attention particulière au contexte de la montagne, effectivement. Donc, pour ça, on va pouvoir passer vite parce que j'ai déjà parlé du balisage et des marches de ramassage qui doivent être saisonnières. Et la sensibilisation et la mobilisation pour ce qui concerne non seulement le public, mais aussi tous nos prestataires et tous les parties prenantes, par exemple les food trucks et les caterings. Donc, il y a déjà là une sorte de contrôle qu'on peut avoir sur ces prestataires-là, de par les chartes. Donc, j'ai rejoint les deux interventions précédentes sur le fait que les chartes sont extrêmement importantes. Le moment où on se pose en équipe autour d'une table, soit pour rédiger une charte, soit pour lire une charte et décider que cela nous correspond, c'est un moment qui est extrêmement important.
Et ensuite, on rentre un peu dans le b.a.-ba pour donner des solutions concrètes à la réduction des déchets, c'est refuser le monodose, donc privilégier les grands formats. L'un des ennemis numéro un des déchets qui se perdent au sol, c'est les dosettes en papier de sucre. Donc, enfin, là, je vais vraiment dans le spécifique, mais c'est parce que ce sont des choses qui pour nous doivent être connues. C'est éviter ces petits déchets qui sont très difficiles à trier, qui avec des situations de vent s'envolent partout. En centre de tri, c'est très difficile à trier justement parce que c'est trop léger et c'est trop petit. Il faut juste trouver des solutions alternatives. On achète une boîte avec des carrés de sucre qui sont déjà tout faits et c'est parfait. Les pots de sauce, c'est terrible parce que ça perd nos publics sur le tri. Ils savent plus où le mettre, mais il est un peu sale, il est un peu rempli, qu'est-ce qu'on en fait? Donc juste de mettre des grands formats en libre service, ça résout le problème. Et ensuite, avec le grand format, là où on peut aller plus loin, c'est qu'on peut discuter avec notre fournisseur pour faire en sorte que ce grand pot-là, que ce soit de la sauce pour les frites, de la confiture, on a déjà des événements avec qui on travaille pour que ce soit consigné. Donc qu'à la fin de l'événement, ce soit tout rassemblé dans un coin et qu'on puisse le renvoyer. On le fait avec un prestataire de fontaine d'eau, par exemple, à Lyon, où les grands bidons d'eau, ils partent pas au tri, ils sont rendus et lavés et re-remplis par le prestataire de fontaine d'eau. Privilégier le libre service plutôt que donner systématiquement. Donc, tout ce qui est goodies, communication, flyers, si vraiment on sent qu'on ne peut pas y renoncer ou alors qu'il y a des raisons, par exemple de sponsoring ou autres qui nous forcent à en avoir, on revient un peu au cendrier de poche où le fait de donner un objet, ça va devoir faire du sens et on laisse pas, comme ça ouvert à quelque chose qui va être pris de manière automatique et au final jeté, quelques mètres plus loin. Et ensuite investir dans le remploi et dans la mutualisation. Donc on a un vrai sujet sur la vaisselle lavable. On a dit tout à l'heure que c'est, l'un des plus gros, producteurs de déchets en termes pour le public. Sachant que, du coup, on a maintenant, on travaille sur un gros marché public, par exemple avec la métropole de Lyon, où on va essayer de mettre en place un accompagnement à la mise en place de la vaisselle lavable. C'est une logistique, c'est pour ça qu'il y a besoin d'un accompagnement, qu'il y a besoin d'un vrai soutien. Il faut la savoir réceptionner dans son conditionnement, la mettre à disposition, la récupérer. Donc sensibiliser le public à rendre sa vaisselle, si besoin, mettre en place une consigne plus forte. Donc un prix de consigne plus fort, mettre en place des stands pour qu'elle soit rendue, même pour les gobelets aussi. Souvent, on ferme les bars ou on ferme les zones de déconsigne au même temps que la fin de la programmation de l'événement. Donc les bars, ils acceptent plus parce qu'ils ont trop de tâches et ils sont en pleine fermeture. Donc ça réduit énormément le taux de retour des gobelets. C'est des gobelets qui vont se retrouver par terre et être piétinés et avoir des petits bouts de plastique partout qui sont difficiles à récupérer. Donc il y a toutes ces, en termes d'horaire, du coup, il faut vraiment penser aussi à que la sécurité soit là, que le site soit entre guillemets ouvert, jusqu'à donner à tout le monde le temps de rendre leur vaisselle ou leur gobelet. Il faut que ces objets-là, ils ne soient pas estampillés, sans date, ça on en a parlé, parce que ça devient un souvenir et ça fait trop un effet de souvenir. Quand les gens les importent chez LE, doivent pouvoir aussi les réintroduire sur le site peut-être une année suivante. Et donc pour la vaisselle, voilà, ça peut réduire jusqu'à 50 les déchets d'un événement, voire plus. Ça dépend du type de l'événement. Si c'est un événement avec énormément de food trucks, par exemple, ça va avoir un vrai impact. Pour les lavages, il y a énormément de prestataires d'insertion, par exemple, qui font le lavage à un très faible prix. Euh, et il y a aussi la possibilité de mutualiser le matériel professionnel qui est déjà présent sur le territoire. Donc, si on sert, par exemple, Glisse un cœur, l'événement dont on a parlé tout à l'heure, le catering a été passé en 100% de vaisselle lavable. Le catering pour les équipes qui travaillent et qui sont inscrites à la course produisent des centaines de repas par jour. Et ils ont réussi à être 100% en vaisselle lavable avec verre, assiette, couvert. Tout est récupéré et tout est lavé dans le restaurant qui est juste à côté. Et en fait, c'est une flotte de vaisselle qui est mutualisée sur tous les gros événements du Grand Bornand. Donc c'est possible et ça ne demande pas que chaque organisation achète son matériel et ça c'est extrêmement important
parce que ça réduit énormément les coûts. Et ensuite, oui, il y a toute la partie où faire ça dans un catering où on a la gestion, c'est un espace fermé et les équipes ne vont pas partir avec. C'est extrêmement important parce que en tant que public, on n'est pas encore très bien éduqué à rendre la consigne. Donc ça pour la vaisselle, là vous avez par exemple une des solutions que j'ai mis dans la photo en bas, c'est sur un marathon, un gros marathon, à Genève, le marathon de Genève. C'est, en fait leur ravito, il y en a déjà, le ravito d'arrivée par exemple, il est en 100 vaisselle lavable et c'est possible en fait. Donc les coureurs et coureuses arrivent, boivent l'eau et ensuite il y a des très grandes caisses comme ça où le barriérage en forme d'entonnoir fait en sorte qu'on soit obligé de jeter cet éco-cup aussi par l'engagement de la sécurité. Donc il y a vraiment une implication des équipes qui font que les gobelets ils partent pas de l'enceinte et ils restent à l'organisation qui les réutilise tous les ans avec une signalétique intemporelle, des gobelets intemporels et pas de production d'objets. Pour terminer, parce que je crois que je vais bientôt ne plus être dans le temps. On reste vraiment convaincu que cette transition a effectivement demande des efforts, que ce soit financier, que ce soit de la ressource humaine. Il y a beaucoup d'événements qui peuvent travailler avec des bénévoles et ça aide énormément. Il y a une attention particulière à avoir à la sensibilisation, à la signalétique. Pour les prestataires, c'est bien de pouvoir signer les chartes et c'est bien de pouvoir les choisir, les prestataires. Par exemple, des tireuses qui permettent de tirer des bières dans des éco-cups déjà utilisés et pas des tireuses en format comme ça. Enfin, on aura un temps d'échange, je pense, où on pourra discuter de tout ça. Mais du coup, voilà, pour garder en tête que le réemploi, c'est vraiment la solution. La loi AGEC nous pousse de plus en plus vers ça, voire on est un peu en retard. Donc, il faut vraiment le garder à l'esprit. Nous, on travaille avec beaucoup de collectivités territoriales, donc la métropole de Lyon, la métropole de Megève. On a une filière qui sera mise en place qui va faire des vrais diagnostics valorisables sur le territoire, avec des trajectoires, avec de la caractérisation et, comme on l'a dit tout à l'heure, des préconisations qui sont vraiment au cas par cas. Et Ok, voilà, c'était merci hyper beaucoup. complet, merci beaucoup pour tout ça, Sophia. Et je vais laisser la parole à Béatrice d'Élémentaire et puis on passera autant de questions après s'il y en a, parce qu'il y aura peut-être des choses où vous pourrez, là, pardon, je m'emballe, où vous pourrez répondre toutes les deux si c'est possible. Et voilà. Merci. Je sais pas, est-ce que moi je peux partager mon truc ou mon écran ou sinon je t'ai Attends, envoyé. je peux peut-être te faire un truc. Est-ce que ça s'affiche ou pas de ton côté partagé? Attends. Regarde, nous on voit l'écran. Ouais, mais en fait, c'est le mien que tu vois et je sais pas si je peux Ouais. Non, attends. passer. Hop. En gros, j'essaie de voir comment te donner les droits, mais je suis pas sûre que je puisse. Sinon, n'hésite Ouais. pas à me Et l'envoyer. sinon, en fait, je te l'ai envoyé là au cours du truc par mail et du coup, tu Et ben, as c'est soit le très bien. lien, Je vais soit si tu l'avoir. arrives à ouvrir mon lien et le partager, c'est un lien Canva, soit Le je te l'ai PDF? envoyé en PDF. Ouais. Parfait, je te l'ouvre. N'hésite pas à te présenter, je te l'ouvre. Du coup, un petit mot sur qui on est, Élémentaire. On est une association, on est basé à Toulouse et notre mission, c'est d'agir pour la transition écologique et sociale sur les événements en Occitanie. Voilà, on a 3 grands domaines d'action. Et je dis ça, mais je vous promets, je vais aller vite sur le reste. Mais c'est pour dire que en fait, notre premier pôle d'action, c'est là, vous l'avez à droite, c'est le pôle mutualisation et c'est de ça qu'on est né, de l'idée de pouvoir acheter un stock de gobelets et de vaisselle pour le mettre à disposition de tous les événements qui le voulaient. Donc, il est à Toulouse, donc c'est autour de Toulouse. Aujourd'hui, on continue à gérer vraiment cette plateforme de vaisselle réutilisable. On lave tout ça dans nos locaux et du coup, on est sur environ 300 événements par an autour de Toulouse. Ça va des petits clubs de sport à des gros festivals culturels et ça. On voit que les événements autour de Toulouse, le fait d'avoir cette solution pour la vaisselle lavable, ils viennent à Élémentaire, ils prennent de la vaisselle. Donc, toute notre vaisselle, même les assiettes, elles sont dans la même matière que les éco-cups classiques, donc en plastique dur, sauf les couverts, c'est de l'inox.
Ils viennent, ils utilisent, ils nous rendent, on lave et on remet en service. Et ça, c'est une vraie solution qui existe, du coup, justement pour répondre à la loi AGEC. Et dès qu'on est en dehors, les autres événements de la région qu'on accompagne, eh ben, ils ont tout de suite plus de mal parce qu'un petit événement, avoir 200 assiettes, c'est possible, mais quand on est sur des 5000, des jauges de 5000 et ça, c'est plus compliqué. Et donc, depuis cette année-là, on accompagne des collectivités à mettre en place une plateforme de vaisselle, pas que des collectivités. Il y a un syndicat de gestion des déchets, un parc naturel régional et ça. On les accompagne pour mettre en place une plateforme de vaisselle sur leur territoire. Et nos autres pôles, rapidement, d'activité, on a un pôle accompagnement où on a plusieurs dispositifs d'accompagnement, certains sur des thématiques très spécifiques comme la mobilité des publics, par exemple. On a un chantier sur 3 ans autour de la mobilité des publics. On a un label aussi qui s'appelle Événements détonnants. Vous avez le petit logo avec l'œil qui est un label pour les événements éco-responsables, donc avec une charte comme, nous on appelle ça un référentiel, mais comme ce qui vous a été présenté avant, avec différents grands enjeux et puis des engagements à prendre, et on labellise et on va vraiment évaluer sur place le respect des engagements. Et notre dernier pôle, c'est le pôle formation. Et du coup, le slide d'après, c'est juste pour dire que nous, Élémentaire, on est une association indépendante, il n'y en a qu'une en France, mais on fait partie d'un réseau qui s'appelle le réseau R2D2, où il y a 1 ou 2 structures, un peu comme la nôtre, dans les différentes régions. Et en fait, ce qu'on a comme point commun, c'est qu'on accompagne les organisateurs d'événements dans la transition écologique au niveau régional. Et c'est ça qui fait notre point commun. Et donc, on a des projets en commun. On a en ce moment donc ce projet qui s'appelle Festival en mouvement sur la mobilité, mais on a eu pendant 3 ans un projet qui s'est appelé Drastic on Plastic et donc donc sur la réduction des plastiques à usage unique et donc j'y reviendrai après. Tu peux montrer la slide d'après. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que du coup, Sophia l'a vraiment présenté, mais quand même pour dire que la première étape, quand on parle de la méthodologie, c'est vraiment pour nous de faire son diagnostic déchets. Et elle disait donc découper par zone. Et vraiment, on encourage tous les organisateurs à faire ce travail en équipe et à se dire, OK, sur la zone où il y a tout le public qui vient, quels déchets seront produits ? Qu'est-ce qu'on va leur mettre dans la main? Est-ce que c'est de la vaisselle jetable? Est-ce qu'ils ont des couverts? S'ils ont des couverts en bois, est-ce que c'est livré dans des petits emballages? Donc, il va y avoir les emballages en papier d'un côté, les couverts en bois de l'autre, la serviette, tout ça qui est inclus dans un même petit emballage qui peut être, par exemple, donné par les food trucks pour avoir les couverts. Est-ce qu'il va y avoir du verre? Est-ce qu'il y aura des biodéchets? Dans les loges, qu'est-ce qu'il va y avoir? Peut-être que là, dans les loges, il y aura des bouteilles de verre parce qu'il y aura de la bière. Est-ce qu'il y a du compost aussi? Est-ce qu'il y a des emballages individuels? Sur la scène, qu'est-ce qu'il va y avoir? Dans la partie backstage, alors là, voilà, qu'est-ce qu'il va y avoir? Je reviens sur le diagnostic déchets avant de faire… et une fois qu'on a fait tout son diagnostic déchets, on va réfléchir à, une fois qu'on les a listés, comment est-ce qu'on va pouvoir les réduire et voir les supprimer. Et ensuite, il y a toute la partie qui a été présentée, préparer son dispositif de tri, avoir une équipe responsable du tri et ensuite mesurer les résultats de cette action. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été présentées par Sophia. Sur le slide d'après, je reviens juste sur le diagnostic, c'est pour dire vraiment penser à toutes les phases, en phase de montage, en phase d'exploitation, en phase de démontage, et de ne pas oublier, quand on fait son diagnostic, qu'est-ce qu'on va avoir au démontage. Au démontage, on va découper tous les petits colliers Colson, là, qui sont les petits colliers les colliers serre-joints. Serflex, merci. Ça, on va tous les découper et on va avoir tout ça comme déchets aussi. Ah oui, on aura mis de la bâche brise-vue au niveau de la technique. Et du coup, on a toute cette bâche qu'on va devoir jeter à la fin. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va avoir des pots de peinture, des pots de produits vaisselle, peut-être au niveau du catering, tous ces flacons de produits vaisselle, tout ça. Donc, essayez de penser sur les différentes phases et dans les différentes zones. Qu'est-ce qu'il y a? Aussi les déchets qui peuvent être apportés par les participants. Il va y avoir des événements grand public, gratuits, où il n'y a pas de check à l'entrée, où les gens peuvent amener leur pique-nique, ils vont amener les goûters pour les enfants, tout ça. Donc, on sait qu'on va avoir tous ces emballages-là à gérer aussi. Donc, pour ensuite pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut diminuer et puis les classer. Et si on va sur la slide d'après, ça, tu peux passer. Ou peut-être juste laisser 1 minute pour dire que
La Vraiment, prends ton signalétique, temps, hein. Tu as ton temps de parole on comme est- tout le monde. Vraiment, je dis Ok, vraiment, mais c'est prends pas ton ça. temps, hein. On finit à quelle heure en fait? Parce que moi, j'ai noté 15h30, donc c'est pour ça. Moi, je peux On rester plus, finit à mais 15h30, mais si on a 2 minutes de retard, c'est pas grave, hein. L'idée, c'est que j'ai tu es plein de hyper choses à dire. légitime Alors, à faire. Pas de merci, souci. merci. C'est vrai que je suis un peu en train de courir. La signalétique, l'importance de adapter la signalétique pour que ce soit bien trié. Donc là, on n'est pas sur la partie réduction et éviter les déchets sauvages, mais je tenais quand même à dire, cette signalétique, nous, on le voit tout le temps sur événements. Si on met une signalétique classique qui vient de la collectivité, comme on peut avoir chez nous dans nos maisons, c'est pas adapté. Et du coup, tu peux quand même mettre la slide d'après. On était sur un événement où on a géré là, le week-end dernier, ça s'appelle Rio Loco, c'est un gros festival de musique à Toulouse. Tous les food trucks distribuaient ces fameux sachets de couverts réutilisables. Et en fait, il faut séparer d'un côté les couverts en bois, les serviettes, et de l'autre l'emballage des couverts. Personne ne le sait. Je pense que parmi tout le public, il y avait 97% des gens qui avaient envie de tout mettre au même endroit, globalement dans le tri, enfin, dans les déchets recyclables, quoi. Et donc ici, je trouve ça intéressant parce que sur ces gros containers, ils ont vraiment mis là, dans les ordures ménagères, il y a le dessin des couverts et il y a écrit serviette. Et il faut que la signalétique soit adaptée aux déchets de cet événement spécifique et du diagnostic que vous allez avoir à faire, que vous avez fait, parce que ni les bénévoles qui seront responsables, ni les personnes qui gèrent, et encore moins le public, ne savent vraiment où mettre. Donc, il faut que ce soit, et généralement, il n'y a jamais des couverts qui sont dessinés sur la signalétique classique, quoi. Donc, sur la slide d'après, j'ai mis juste quelques exemples de solutions, on va pouvoir dire, donc, qui viennent notamment de ce travail qu'on a fait sur Drastic on Plastic. Et pour dire qu'on n'a pas travaillé que sur les déchets sauvages qu'on va retrouver, mais nous, c'était vraiment un travail sur les déchets plastiques, même ceux qui sont valorisables, et par exemple, toutes les bouteilles d'eau, même enfin, voilà, les bouteilles de soft et tout ça, globalement, ils peuvent être triés assez facilement et on ne va pas forcément les retrouver par terre sur un événement, mais on s'est aussi demandé comment éviter tous les déchets, quels qu'ils soient, voilà, que ce soit des déchets qu'on va facilement retrouver en déchets sauvages ou pas. Donc sur l'eau, il y a plein de choses qui ont été dites, notamment lors des 3 premiers témoignages. Ici en haut à gauche, on a l'exemple d'un tank à eau. C'était aussi sur le festival Rio Loco. Donc là, c'est un prestataire je ne sais pas, peut-être que vous voyez la marque, mais un prestataire de bière qui a fourni ce tank à eau avec comme des tireuses, mais où on peut arriver avec sa gourde sur l'événement et pour éviter d'avoir à vendre des bouteilles d'eau, il y a vraiment, ou alors on peut reprendre son gobelet réutilisable qu'on peut remplir là-dessus. Il y a d'autres exemples de tireuses à eau sur le festival de Thau. Là, à droite, on voit quelqu'un qui est une technicienne. Ils avaient distribué des gourdes à tous les techniciens et techniciennes et avec des tireuses à eau. L'avantage, c'est que là, ça a lieu sur un parking, comme vous le voyez, en plein été. Donc, il fait 40 degrés sur le parking. Et dans les tireuses à eau, c'est de l'eau qui est toujours fraîche. Et les techniciens et techniciennes nous disaient que c'était une vraie différence par rapport à des bouteilles qu'on laisse traîner un peu et tout ça et qui se réchauffent vite et le frigo ne peut pas rafraîchir. Alors que dans les tireuses, on a vraiment de l'eau fraîche. Et en bas, c'était sur le festival Écosystème avant qu'ils ne relient le site à de l'eau. Donc, il y avait toutes les fontaines à eau aussi qui étaient installées pour pouvoir, encore une fois, éviter les emballages et les monodoses, ce que disait Sophia. Donc, c'était des bidons. Et s'ils sont consignés, c'est encore mieux. Sur la slide d'après, je montre toujours des exemples en restauration. Donc, je crois que tu avais parlé, Margot, au tout début de Ramène ton mug. Nous, on a sorti une campagne avec le réseau R2D2 qu'on a appelé Sortez couvert, avec notre petit jeu de mots Sortez couvert, Sortez couvert. On a repris avec leur accord, bien sûr, le logo de Zero Waste qui propose chez les commerçants ici, ramène ton emballage pour te servir en vrac. Donc, c'est les mêmes couleurs et tout. Et en fait, cette campagne, elle est téléchargeable gratuitement sur Internet. Et si vous avez un événement, vous pouvez y associer ici, apporter vos gobelets et votre vaisselle.
Et on en a plusieurs que apportez votre gobelet, apportez votre vaisselle, apportez votre gobelet et votre gourde, apportez vos couverts. Enfin voilà, il y en a plusieurs qu'on peut télécharger et apposer gratuitement. Enfin, on peut la télécharger gratuitement en disant aux gens, une des solutions, voilà, c'est déjà venez avec votre vaisselle. Et je me dis peut-être qu'un événement, comme tu disais en Haute-Maurienne, tous en piste, peut-être que les gens ils peuvent venir finalement avec leurs 2 couverts, un couteau, une fourchette dans leur poche de combinaison de ski pour ne pas avoir à leur fournir ces 5 000 € qui sont dépensés quand même pour de la vaisselle compostable. Peut-être que c'est une solution. Et en tout cas, certains l'amèneront, pas tous, mais vous pourriez en prévoir moins avec ce système-là. Sophia a parlé aussi de l'importance de bien faciliter le retour des éco-cups, donc avec les bars et la déconsigne ouverte après la fin des concerts et tout. La photo en bas à gauche, je trouve que voilà, c'est sur un gros festival qui s'appelle What the Funk. Là, c'est très clair, retour des éco-cups, c'est hyper identifié et donc ça va faciliter le retour des éco-cups pour éviter qu'ils traînent, tout ça. Le week-end dernier, on a prêté 4000 pintes sur un open air, ils nous en ont rendu 3000. Donc, ça veut dire qu'il y a 1000 pintes qui ont été gardées ou laissées sur place par les gens parce que flemme d'aller au bar, parce qu'ils n'ont pas trouvé le point de déconsigne, parce que c'était un peu loin, parce que peut-être qu'il n'y avait plus de monnaie à la fin. Voilà. Donc, de faciliter vraiment et de faire en sorte qu'on a de la monnaie jusqu'au bout, que la déconsigne soit ouverte un maximum de temps, ça va vraiment faciliter le retour aussi de ces fameuses éco-cups. Et à droite, c'est 2 exemples de comment mettre en place de la vaisselle en dur sur un événement. En haut, et ça ne peut marcher que l'été, donc je vous le déconseille sur tous les événements hivernaux, mais c'est de la vaisselle participative où il y a 2 ou 3 bénévoles qui sont là, mais chacun vient et lave sa propre vaisselle en dur. Il y a plusieurs bacs, donc les bénévoles, ils sont là pour assurer la rotation de l'eau, que l'eau soit propre et tout ça, et ça marche super bien sur tout un tas d'événements, pas tous les événements, pas à toutes les heures non plus. Au-delà d'une certaine heure de la nuit, je déconseille la vaisselle participative, mais dans certains cas, ça marche vraiment très bien. Et en bas, c'est toujours sur le festival Rio Loco. Nous, pendant des années, on a mis en place notre vaisselle et on a installé une laverie éphémère. Donc, on a loué un lave-vaisselle professionnel, un évier, et on lavait toute la vaisselle pendant la journée pour la remettre en service. Ça dure 5 jours. Et donc, pour la remettre en service, chaque jour, on allait la redistribuer aux food trucks qui la donnent aux festivaliers. Ils la ramènent à notre stand de déconsigne, on la lave et on peut la réutiliser comme ça. Et ça a bien marché, c'est du boulot, mais voilà, du coup, 18 000, c'est un festival qui accueille 18 000 festivaliers, 18 000 festivaliers qui mangent dans de la vaisselle réutilisable chaque jour. Sur le slide d'après, je voulais juste dire, voilà, en technique, les fameux colliers Colson, comme je disais, qu'on retrouve très souvent quand même dans la terre parce que c'est tout petit, ça ne se recycle pas, c'est galère, tout ça, on les coupe et c'est vraiment un usage unique. Il y a plein de façons de les remplacer. Vous trouverez tout un tas d'alternatives sur le site Drasticon Plastique. Ça peut être du fil de fer, tout simplement. Et le fil de fer, que lui non plus, on ne laisse pas traîner, même si c'est plus inerte que du plastique, mais qu'on peut mettre, si on a un sac banane, les techniciens peuvent avoir ça pour récupérer les fils de fer, les réutiliser. Ça, c'est ce qu'on appelle des colliers belges. Et là, c'est sur la photo de gauche, c'est sur un festival, Musique en chemin, où ils utilisent que ces colliers qui sont en caoutchouc et qui sont réutilisables. Ça peut être des petites bandes velcro aussi pour attacher tout ce qui est les câbles, tout ça. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui utilisent les bandes velcro. Donc, il y a beaucoup d'alternatives différentes. Je voulais juste dire un mot sur le fait, ça c'était les ressources, mais sur les feux d'artifice, franchement, Margot, tu nous avais dit ça, mais je n'ai pas de solution. Les déchets de feux d'artifice, à part les ramasser, éviter les feux d'artifice. Nous, en tout cas, on n'a jamais expérimenté de vraies alternatives sur les feux d'artifice. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou des solutions là-dessus. Et peut-être en conclusion, je voulais redire qu'il y a vraiment un travail à faire aussi avec ces fournisseurs pour les emballages à usage unique, notamment. Et globalement, je ne sais pas qui disait, ouais, oui, ça a été fourni en vrac. Les couverts comestibles ont été fournis en vrac. Nous, on avait un festival qui nous a dit au début, les t-shirts bénévoles, ils arrivaient emballés
un par un dans du plastique, chaque t-shirt emballé dans un plastique. Et ils ont demandé à leurs fournisseurs en leur disant vous faites chier, excusez-moi le terme, à les emballer. Nous, on se fait chier à les déballer. Donc, vous nous mettez tout ça dans un carton sans plastique et ça a bien marché, quoi. Toutes les palettes qui arrivent hyper filmées avec beaucoup de film autour pour les palettes. Pareil, on peut travailler avec ces fournisseurs pour leur demander en tout cas, moins filmer ou de réduire la quantité de film plastique aussi qui va arriver. Et du coup, c'est d'autant de déchets en moins à gérer. Et ensuite, sur les conclusions, j'étais assez d'accord avec Sophia, l'importance de la charte, l'importance de la sensibilisation, de la mutualisation, de la location plutôt que de la possession. Ça fait autant de déchets qu'on n'aura pas à gérer derrière et qui sortent vraiment du coup de la partie même gestion responsable. Et ici, j'ai mis des ressources. Voilà, il y a un site Drastic on Plastic où on a fait tout un travail, 3 ans de chantier et on a tout valorisé dans la partie ressources. Donc, il y a plein d'idées différentes en fonction du type de déchets. Nous, sur notre site élémentaire, on a pas mal de ressources en ligne aussi. On a ce fameux label événement détonnant où il y a le référentiel qui est téléchargeable directement sur notre site internet avec donc une des thématiques, c'est tendre vers le zéro déchet. Et puis Zero Waste qui fournit aussi pas mal d'outils, notamment un guide Mon événement Zero Waste et une grille d'auto-évaluation qui est téléchargeable gratuitement en ligne et que je trouve assez intéressante aussi pour les organisateurs qui n'ont pas une charte de leur collectivité, mais qui peut leur servir aussi pour faire ce fameux diagnostic déchets qui est, on va dire pour nous, le socle de la gestion responsable des déchets. Merci. Ok, et ben merci beaucoup Béatrice et puis plus largement tous les intervenants, intervenantes qui ont participé. C'était très très riche. Je pense qu'il y a pas mal de points à retenir et que je vous remettrai dans un petit mail de conclusion où je vous remettrai les ressources aussi, mais ne serait-ce que le fait de préparer bien à l'avance les événements, les diagnostics, d'anticiper, de penser de l'organisation en fonction de ces questions de déchets. Et puis d'utiliser toutes ces ressources pour permettre des diagnostics et de bien impliquer toutes les bonnes personnes dans la boucle dès le départ. Et puis on l'a vu aussi de mutualiser et de raisonner en termes de territoire. Avec Glissant Cœur au Grand Bornand, avec Tignes, ça s'illustre très bien. Et moi, ce que j'ai trouvé, c'est que tout ça, ça montre aussi que ça fonctionne sur du gros événement. Même si ça fait peur, on arrive à s'en sortir sur des territoires. Tignes, on n'accueille pas 10 personnes quoi, sur un événement. Et pourtant, on y arrive. Donc je trouve que c'est une très bonne nouvelle, en tout cas pour la réduction des déchets sur la question de l'événementiel. En tout cas, voilà. Je n'ai pas grand-chose à rajouter parce que c'était vraiment très, très, très complet. Je reviens à la slide. On avait réfléchi à quelques préconisations qu'on peut vous faire, mais qui sont, disons, assez restreintes par rapport à tout ce qui vous a été proposé. Mais je vous remettrai bien tout ça par écrit. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou des idées ou des besoins d'accompagnement parce qu'en fait, on centralise parfois des demandes et des idées et on est très content qu'on nous donne des sources d'inspiration ou quand on vient nous voir pour nous poser des questions parce que ça nous permet aussi, nous, de chercher ou de faire des mises en lien qui peuvent aboutir très bien. Voilà, et puis les prochains rendez-vous Mountain Riders, donc qui ne seront plus des webinaires, qui sont quand même beaucoup des ramassages. Là, on a vu qu'on avait des élémentaires Toulouse là, vers les Pyrénées, on a des alpins, ça se voit aussi dans les ramassages. Il y a le ramassage d'Ax-les-Thermes bientôt, il y a Valto aussi, et puis les autres, j'arrive pas à lire parce que moi j'ai les slides en petit écran comparé à vous. Mais en tout cas, merci à tous pour votre présence et votre participation. N'hésitez pas à revenir vers nous pour tout. Ceux qui ont des questions, vous pouvez rester là, les poser. Moi, je laisse le micro ouvert encore un petit peu. Et puis, très bonne journée aux autres. Et encore merci pour les interventions. Il y a des questions, du coup, j'ai vu qu'il n'y avait pas de questions de la conversation. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques des uns des autres En live. Yorine, non. Dans tous les cas, c'est vrai que c'est quand même un sujet qui est super important au regard notamment des Jeux Olympiques
qui arrive. Très tard. Et puis c'est vrai qu'en fait c'était intéressant aussi de vous entendre, bah voilà, parce que c'est vrai qu'on retrouve quand même beaucoup des vraies solutions proposées sur des déchets que nous on retrouve clairement voilà, au-delà des événements, enfin, que ce soit les dosettes, les éco-cups, les Serflex. Voilà, ça reste quand même des vrais sujets lors des événementiels où il y a une grosse concentration, mais ça propose des vraies solutions au-delà de la partie événementielle, donc ça c'est super intéressant. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, on va clôturer. Je vais arrêter l'enregistrement surtout. Si je retrouve comment on fait. Merci à vous tous et toutes.